compris, et je le disais en préambule, on va parler un petit peu du travail. Parce que le travail change, grâce au numérique notamment, grâce aussi au fait que finalement dans la ville se concentre aujourd'hui l'essentiel des créations de richesses, des créations de valeur, et tout le monde, évidemment, il y a une attractivité des grandes métropoles, on le voit bien, la métropolisation et le numérique vont de pair et modifient considérablement nos modes de vie. Ça, on le sait tous. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces changements. On a vu effectivement avec Laurent Fromageau que ces tendances sont assez profondes, assez longues maintenant pour en tirer des enseignements. Et on voit que dans le monde entier, et à Paris aussi, de nouveaux espaces, de lieux, de vie au travail sont en train de se développer et d'accompagner ces changements. Alors peut-être pour commencer, Christophe Burkhardt, si vous pouvez prendre le micro, parlez bien près du micro, merci. Peut-être nous expliquer un petit peu à la fois ce que vous faites et puis comment est-ce que vous anticipez ces changements. Alors, ce qu'on fait, donc on s'appelle un groupe IWG, International Workplace Group, pardon, qui intègre plusieurs marques. Vous en avez cité deux, qui sont Regus et Spaces. Il y en a d'autres. Il y a une marque un peu premium par rapport à Regus qui s'appelle Signature, une marque avec un rapport qualité-prix assez agressif qui s'appelle HQ. Spaces, effectivement, c'est l'inventeur de la formule des grands centres de coworking très communautaires qu'on voit fleurir beaucoup aujourd'hui. Et puis il y a une marque qui est une marque franco-française qu'on ne retrouve pas dans les autres pays du groupe, qui s'appelle Stop and Work et qui s'installe en deuxième ou troisième couronne des grandes agglomérations, notamment pour adresser les besoins du télétravail. IWG, c'est donc un groupe qui fait à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présent dans 120 pays. Nous avons 6 millions de mètres carrés de coworking et on a tous les jours 2,5 millions de personnes qui viennent travailler chez nous. Donc voilà à peu près qui nous sommes, avec une performance financière qui va bien, je préfère le dire parce que c'est vrai que c'est un secteur sur lequel il y a eu quelques questions qui sont posées. Le secteur globalement d'ailleurs du coworking est solide. C'est à peu près 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, en forte croissance, 13% en moyenne sur les 10 dernières années, avec une croissance qui s'accélère depuis d'ailleurs, puisque cette année on sera plus aux alentours de 20% que des 13%, donc ça va bien. Et IWG, qui est à peu près 25% de part de marché et qui est donc à peu près représentatif de ce marché, a augmenté ses profits de 22%, ce qui nous a permis de réinvestir plus de 10% de notre chiffre d'affaires sur le développement de notre réseau, et ça se passe plutôt bien. Je vous arrête une seconde peut-être parce que vous me tendez la perche, alors je la saisis, puis on en parlera avec nos autres intervenants, mais vous faites référence à WeWork. Donc WeWork a raté son introduction en bourse sur une impression que les investisseurs, découvrant un peu le poteau rose, ont découvert que les promesses de rentabilité de ce mode d'immobilier de bureau, si on peut dire, n'étaient pas du tout au rendez-vous. Et notamment, il y avait une très forte sensibilité des résultats de WeWork qui étaient en perte, hein, donc sur un risque de ralentissement de l'économie. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, quand vous avez vu ce qui s'est passé avec WeWork? Et est-ce que ça vous a conduit à avoir une autre vision du modèle économique de ces nouveaux espaces? Parce que vous n'êtes, comme WeWork, je crois, pas propriétaire des murs, vous êtes locataire. Nous sommes locataires dans 99,9% des cas. Il ne faut pas faire une confusion entre une société qui a sa propre stratégie et puis un marché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le marché existe et si la demande des clients existe. Et ça, c'est clairement oui. La réponse est clairement oui, pour tout un tas de raisons, hein, des raisons de coût, des raisons liées aux ressources humaines. Donc, on pourra peut-être rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est pour nous un mouvement qui ne reviendra pas en arrière. C'est 30 ans d'expérience, hein, Regus. Ce modèle a été développé dans la fin des années 90. Il ne va pas s'arrêter parce que c'est le sens dans lequel le monde va, c'est sociétal, c'est économique, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Et quand vous regardez c'est notamment... pas parce qu'on le repeint avec un côté un peu fun qu'il n'y a pas une réalité derrière. Il y a une réalité très forte. Et quand vous regardez notamment le mouvement des grandes entreprises, des gens qui sont extrêmement sérieux, qui font des calculs, qui intègrent maintenant le coworking de manière stratégique dans leur stratégie immobilière, ça s'est pas ralenti dans les derniers mois. On continue à avoir des gens comme Engie, comme Technip, etc., qui font appel à nous, et c'est donc un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Donc pas de confusion entre un marché
et une stratégie une peut-être trop ambitieuse ou trop audacieuse. Vous pouvez faire de la part de marché, mais à un moment donné, l'équation économique doit être là. Et pour finir sur la demande, je vous disais qu'on avait 6 millions de mètres carrés, on en a signé 1 million de plus cette année, pour donc des sites qui ouvriront l'année prochaine et les années d'après. Donc ça continue à fonctionner très très fort, et je suis sûr que mes collègues, mes confrères ici le confirmeront. On va continuer le tour de table. Alors, Maud Chuffard, vous êtes donc chez Querc. Alors, présentez-nous Querc et quelle tendance voyez-vous, vous, se développer dans le monde du bureau que vous êtes en train de réinventer? Alors oui, je travaille chez Querc, donc on est un petit peu plus petit que IWG, on est plus jeune aussi. Aujourd'hui, on a 3 espaces dans Paris et une communauté de 1000 membres. Et donc notre mission, c'est de réinventer le monde du travail auquel on croit vraiment. Je sais que le télétravail est une tendance, mais nous, on pense que le lieu du travail est un lieu d'interaction, de connexion. C'est aussi le lieu de la culture de l'entreprise. Donc, on pense que ça aura toujours sa place et que ça sera vraiment important dans la vie des travailleurs. Ça ne remplacera pas... le télétravail ne prendra pas le dessus. Donc, on essaie de réinventer une nouvelle façon de travailler à travers des nouveaux standards qui sont le well working. Alors, c'est un standard qui se décline en plusieurs dimensions. Donc, le well working, pour nous, c'est à la fois une importance donnée à l'espace, une priorité donnée à l'espace. L'espace parce qu'on a 9 mètres carrés d'espace par personne, on a 25% d'espace commun qui sont en fait dédiés ça peut être dédié aux réunions, à la restauration également. On a des espaces qui sont dédiés au bien-être aussi. Donc on essaye vraiment de créer des espaces où les gens peuvent être connectés, mais sans que les gens se sentent aussi les uns sur les autres. Donc ça, c'est vraiment important. Le design est aussi une des dimensions de notre well working. Notre cofondateur est architecte et c'est lui qui crée des lieux uniques où chaque espace a sa signature. On associe des matières nobles, c'est important de le dire parce que on travaille vraiment sur des matières naturelles, des matières nobles, on travaille avec des grandes maisons de design. On a aussi une autre dimension qui est le bureau thérapeutique. Alors chez nous, on a en fait développé depuis 3 ans avec un département R&D notre propre mobilier qui permet justement de favoriser une posture saine au bureau. Donc on a des assises thérapeutiques, on a 3 types d'assises thérapeutiques qu'on propose à tous les membres chez nous. Des wobble stools, des kneeling chairs, des rocking chairs. On a des bureaux qui montent et qui descendent aussi avec un pneumatique, des tapis de sol. Je donne des exemples concrets parce que ça permet de comprendre jusqu'où ça va, c'est pas juste des généralités. On a aussi un programme d'accompagnement mental et physique qui est vraiment adapté au monde du travail avec des cours le midi et le soir avec des formats plus raccourcis que dans les clubs de sport traditionnels. On a les équipements des clubs de sport traditionnels, mais disons que le contenu est vraiment adapté aux besoins des gens qui travaillent, donc qui cherchent plus de concentration, plus de force mentale, plus d'endurance physique aussi, pour évidemment combattre par exemple le stress. On a à peu près 90 cours par semaine. Donc là aussi, je donne des chiffres parce que je pense que c'est plus parlant. On a une 15aine de coachs qui sont formés à nos méthodes. Et puis on a évidemment les équipements qui vont avec, c'est-à-dire des salles de bain privées, on donne des serviettes à nos membres. Et tout ça, évidemment, est inclus dans votre loyer quand vous venez chez nous. Mais voilà, j'allais dire, tout cela a un coût. Donc le well working, c'est plus cher que de travailler dans des situations moins confortables que celles que vous décrivez. Alors, ça a un coût évidemment, mais aujourd'hui, je pense que c'est plutôt un investissement pour les sociétés. Voilà, quel est le prix de cet investissement, même si ça peut en valoir la peine pour... Alors, je ne vais pas vous dévoiler notre business model, mais vous avez des bureaux qui sont à partir de 500 € par personne. Donc, voilà, après, ça dépend des formules. On a des bureaux par mois par mois, oui. Par bureau, ouais. Par bureau. Voilà. Mais on bénéficie de tous ces services. On bénéficie de tous ces services. On bénéficie aussi d'un service 5 étoiles. C'est encore une dimension du well working avec des équipes opérationnelles qui viennent du monde de l'hospitalité, qui sont formées aux standards du luxe et qui vous connaissent personnellement, donc qui peuvent vraiment anticiper vos besoins, connaissent vos activités.
On est très proche de nos clients, on les connaît par leur prénom. Donc ça, c'est aussi un service qui fait le well working, qui fait le standard du well working. Et aussi une communauté qui est très active. Évidemment, je parlais tout à l'heure de la culture de l'entreprise. Nos membres et nos clients veulent garder leur culture d'entreprise, mais ils viennent aussi chez nous pour créer des interactions, pour rencontrer des gens, pour avoir des opportunités de business. Donc notre rôle, c'est aussi d'animer cette communauté à travers des événements business, des partenariats culturels, des événements plus conviviaux qui peuvent être ce qu'on appelle nous les after-work, la Quirksmas aussi, qui est une grande soirée de Noël. Voilà, donc on peut faire la fête aussi. Si exactement. Merci beaucoup, Maud. Peut-être avec Victor Caro, on va voir un autre modèle que vous avez lancé, donc Comet Meeting. Donc c'est plutôt pour réinventer la réunion, si j'ai bien compris, ou les séminaires. Exactement, c'est un modèle très complémentaire du coworking. Avec Comet Meeting, ce que nous faisons, c'est réinventer l'expérience de réunion. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous partez de ce que vous connaissez peut-être, vivre une réunion longue, une réunion d'une demi-journée ou d'une journée, ça se passe souvent dans un sous-sol d'hôtel, avec une expérience qui est assez peu adaptée et finalement un environnement qui ne va pas stimuler votre productivité et encore moins votre bien-être. Et cela au moment même où créer du lien ou recréer du lien dans l'entreprise n'a jamais été aussi important. Donc ce que nous faisons avec Comet, c'est nous concentrer sur les 5 journées les plus importantes de votre année, que sont les séminaires de direction, sessions d'innovation pour définir la stratégie 2025 de la Tribune par exemple, ou bien des formations stratégiques, et de vous proposer le meilleur cadre pour que vous en tiriez un maximum, et sur le contenu, et également sur les liens que vous allez pouvoir créer ou recréer avec vos collègues. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait lorsque vous venez chez Comet? Donc aujourd'hui, nous avons 4 bâtiments entiers dans Paris, avec l'ambition d'en avoir une 30aine en Europe d'ici quelques années. Ce que nous faisons, c'est de vous proposer 3 choses. Un environnement extrêmement inspirant, par le cadre, ne serait-ce que par le cadre, vous sortez de votre cadre sans avoir besoin de traverser le périphérique. C'est un point qui est important. Auparavant, vous partiez 2 jours en dehors de Paris pour des séminaires durant lesquels vous travailliez la moitié du temps. Aujourd'hui, ce qui est de plus en plus important pour une réunion stratégique, c'est de ne perdre aucun instant, mais de se rappeler qu'auparavant, on avait quand même une certaine dimension bien-être et remerciement des équipes. Donc, premier pilier, un lieu inspirant, des lieux inspirants qui sont tous extrêmement différents. Dans le 10e arrondissement, nous avons créé notre jungle urbaine. Bon, le 10e arrondissement, c'est l'arrondissement le moins vert de Paris. Avec un maire Europe Écologie Les Verts, on s'est dit on va créer notre jungle urbaine pour pouvoir vous mettre au vert sans vous faire traverser le périph'. Si vous êtes à la mairie de Paris, vous n'avez pas besoin de vous excuser, même derrière vous, c'est végétalisé. Exactement, je me sens chez moi. Donc à chaque fois une expérience différente. Premier point, des lieux différents. Deuxième point, une expérience sur mesure de grande qualité. Très concrètement, c'est le service de l'hôtellerie de luxe, mais sans chichi. Et le tout, troisième pilier, en restant à un prix tout inclus. Donc, il n'y a aucune option chez nous. Un prix tout inclus qui intègre et le contenant et le conseil sur le contenant pour qu'il soutienne la chose la plus importante pour nous, qui est l'objectif de votre réunion. Donc le meilleur contenant et l'accompagnement sur le contenu et comment vous mettre dans le meilleur état d'esprit pour que ce contenu soit abordé de la meilleure manière. Vous voulez être créatif. Si nous ne vous aiderons pas à briser la glace le matin, bizarrement, les meilleures idées ne fuseront pas. Donc voilà ce qu'on propose en 2 mots. Donc, c'est une nouvelle expérience de réunion, moitié moins chère que l'hôtellerie haut de gamme, et ce qui nous a permis d'accueillir depuis notre création, je pense qu'on est plus jeune acteur ici, mais depuis notre création, notre lancement il y a 3 ans et l'ouverture de notre premier site il y a 2 ans et demi, nous avons accueilli 150 000 clients. Rien que sur l'année à venir, nous en accueillerons 150 000 de plus, donc très forte croissance, rentable également, c'est un sujet qui est effectivement clé. Voilà. Merci. Alors, je voudrais qu'on revienne à la question des mobilités, parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Ces espaces, ils sont souvent dans les villes, mais ils peuvent être aussi, Christophe, vous en avez l'expérience, ils peuvent être aussi placés dans des lieux où finalement les travailleuses, passent beaucoup de temps, c'est les transports. Alors, est-ce qu'on peut installer ces lieux dans des gares? Est-ce que vous l'avez fait? Je crois que oui. Et est-ce qu'on peut imaginer que ce soit une solution pour essayer de mêler le coworking et le télétravail d'une certaine façon, en tout cas de rapprocher le travail du domicile des gens? Je pense qu'il y a 2 conceptions. Il y a le télétravail et le flexible working en bon français. Je pense que le télétravail fait partie du flexible working. Pour moi, la définition de ce concept, c'est de dire il faut que l'on rende l'utilisation des espaces de travail le plus fluide possible, qu'on transforme le lieu de travail en un espèce de service qui fait que peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez accéder facilement
à un lieu où vous allez travailler. Donc je rejoins Maude quand elle dit que c'est très important d'avoir un lieu où l'entreprise se retrouve avec un environnement très agréable, mais je crois qu'au-delà de ce lieu, il faut donner un réseau, proposer un réseau aux utilisateurs. On a 120 sites en France, on sait que 54% de nos clients utilisent des centres autres que leur centre de résidence principal au moins 3 jours par semaine. Donc, c'est la même chose que si vous êtes client de Starbucks. Quand vous voulez prendre un café chez Starbucks, vous allez au Starbucks le plus proche de chez vous. Vous ne traversez pas la ville pour aller chercher un Starbucks qui est celui où vous avez l'habitude d'aller. Et pourquoi Starbucks? Parce qu'il y a le Wi-Fi. Parce qu'il y a le Wi-Fi. Mais ce que je veux dire, voilà, il faut dématérialiser aujourd'hui, l'utilisation. on a besoin d'être connecté pour pouvoir travailler. Oui. Donc c'est ça la grande révolution. Ce que je disais, c'est l'alliance entre la révolution numérique et donc le Wi-Fi partout. Enfin, il faut offrir ce service et après on voit bien les gens s'installent et même dans les gares on les voit parfois assis par terre en train de travailler. Enfin, et donc j'allais y venir. Donc c'est mieux d'être assis sur un bureau. Voilà, une fois que vous avez cette conception du travail qui est plutôt liée au service et pas simplement un lieu unique, vous devez être à peu près partout ou essayer d'être partout. Donc on a nous commencé historiquement dans les quartiers d'affaires et les centres-villes. Ça, je pense que c'est un marché qui est maintenant clairement existant. Et on a essayé ensuite d'avoir des stratégies différentes. On a eu 2 stratégies. Aller dans les gares. Et donc on a un partenariat avec la SNCF qui nous permet d'être dans certaines gares. Alors des gares très importantes comme celle de Gare du Nord, qui est la plus grande gare européenne, mais aussi des petites comme Brunoy. Je ne sais pas si vous connaissez Brunoy, mais nous serons à Brunoy l'année prochaine. Donc être sur des nœuds de transport intéresse beaucoup nos clients parce qu'évidemment ils utilisent les trains et les aéroports. Et au-delà de Brunoy, on pourrait imaginer un réseau, alors peut-être pas que vous, mais un réseau, il va y avoir les gares du Grand Paris qui vont arriver dans les 10, j'espère, les 10 ans qui viennent, même plus vite pour certaines d'entre elles. Est-ce qu'on peut imaginer que les gares du Grand Paris offrent ce type de service? Forcément, et c'est là où je rejoins ce que disait Victor, c'est que il y a beaucoup de services qui sont complémentaires et qui doivent s'intégrer. Et là, c'est notre rôle, nous, en tant qu'acteurs du marché, de faire tomber les silos et de travailler avec les acteurs du co-meeting, du co-living, etc. et proposer des espèces de quartiers qui intègrent l'ensemble de ces services. Le résidentiel, le loisir, le travail. Et ça, c'est à nous de le faire. Donc, il faut créer ces quartiers dans les villes. Il faut créer ces réseaux pour que les gens les utilisent facilement. Et il faut être à peu près partout. Et c'est là où j'allais aller. C'est 3e phase de la stratégie, c'est d'aller dans les territoires. Et vous l'avez très bien montré, hein, les territoires ont besoin d'être animés. Nous, la ville la plus petite dans laquelle nous sommes, c'est Montbonneau, dans la banlieue de Grenoble, c'est 5000 habitants. Et on a un centre Régus là-bas. Donc on a créé une marque pour aller dans ces territoires, qui s'appelle, comme je le disais, Stop and Work. Et on est à Bourg-la-Reine, on est à Maisons-Laffitte. Ces centres marchent très bien pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elles rencontrent une demande qui sont soit les gens en télétravail. Il ne faut pas confondre le télétravail et le travail à domicile. Hein. On peut être en télétravail proche de son domicile. Et deuxième chose, les entrepreneurs locaux qui avaient l'habitude de faire des mouvements pendulaires pour venir travailler dans les grandes agglomérations. Ça, c'est le premier point, c'est une demande. Deuxième point, on est très bien vu dans ces territoires par les collectivités locales. Pourquoi? Parce qu'un centre de coworking génère en valeur ajoutée brute à peu près 14,5 millions d'euros par an. Donc il crée des espèces de dynamisme économique dans ces villes-là. Ces dynamismes économiques recréent également du lien social. Et quand on a fêté par exemple les 5 ans de Stop and Work Fontainebleau il y a 3 semaines, on a eu 350 personnes qui sont venues. Parce que ça devient des poumons à la fois économiques et sociaux. Merci. Laurent Fromageau, dans votre étude, on le voit bien, vous parliez de cette logique de quartier, finalement, les gens veulent vivre. Je ne sais pas s'il y a un problème de micro, mais il y a un retour un peu curieux, je le signale à la régie. Je ne sais pas si c'est une panne. Donc, il y a un concept que j'aime bien, qu'on aime bien à la tribune, qui s'appelle la ville du quart d'heure. C'est-à-dire dès qu'on puisse faire à peu près tout en un quart d'heure. Ça, c'est la ville idéale, celle dans laquelle on a tous envie de vivre, où on puisse presque à pied ou à vélo se rendre à son lieu de travail, faire ses courses, enfin, et avoir sa vie de quartier. Avec les nouvelles mobilités, c'est vrai que cette logique de ville du quart d'heure est en train de s'étendre un peu, et peut-être demain, je le citais pour les grandes villes comme Paris, on aura une vision d'un grand Paris où on sera
partout, finalement, à un quart d'heure de tout ce qui est nécessaire. Est-ce que cette vision, vous disiez avoir envie les urbains veulent être heureux en ville, cette vision du lien entre la mobilité, le travail, l'accessibilité, c'est la vraie réponse à la crise qu'on a connue. On a vu la crise l'an dernier, la crise des Gilets jaunes, c'était une crise des mobilités et une crise des gens qui avaient absolument besoin de pouvoir se déplacer, une forme de liberté finalement. Et c'est ça finalement les investissements qu'il faut faire aujourd'hui pour rendre les gens heureux en ville. Alors, il est certain que le sentiment d'être assigné à résidence sans avoir les solutions de mobilité qui permettent de vivre pleinement sa vie, c'est l'une des causes, vous l'avez dit, de ce mouvement des Gilets jaunes que nous avons tous vécu ou à tout le moins observé. Donc évidemment, assembler ces services et développer ces nouveaux modèles économiques, parce qu'on voit bien à travers des témoignages qu'il y a vraiment des aspirations très fortes à vivre la ville en étant heureux, vous venez de le rappeler, et cette solution d'assembler des services en proximité et dans les lieux de vie, parce que finalement, ce que vient de nous dire Christophe, c'est que bien évidemment, je vis dans mon lieu de vie, mais je me déplace d'un lieu de vie à l'autre avec de plus en plus de mobilité, et j'ai besoin à chaque fois de retrouver cet ensemble de services et cet ensemble de modèles. Et donc, par rapport d'ailleurs aux questions qui sont posées, moi je trouve que toutes les réponses qui sont apportées là sont très inspirantes, qu'elles répondent à des inspirations, en tout cas c'est ce que nous observons, très fortes, et que donc on peut bâtir des modèles de développement durables par rapport à votre première question sur ces sujets, et que notre rôle de banquier, de façon générale, est d'accompagner, donc d'observer, de comprendre ces nouveaux modèles et de les accompagner. Et puis, c'est une autre question, mais je trouve que derrière ces nouveaux modèles, finalement, c'est l'enchantement humain. Et nous, en tant que chef d'entreprise, l'enjeu de mobiliser les talents, de mobiliser les énergies, d'offrir à nos salariés les meilleures conditions, finalement, pour s'exprimer pleinement est clé. Et donc, si je par symétrie, il y a évidemment être un urbain heureux, mais c'est aussi être un collaborateur, pas heureux, mais un collaborateur qui est dans les meilleures conditions pour s'exprimer. Et donc, moi, je crois à ces logiques de quart d'heure. Et nous, chez LCL, on positionne d'ailleurs nos agences, on croit à nos agences, on croit aux conseillers humains, et on veut jouer ce rôle dans les quartiers, au cœur des quartiers. Je dis, on parle beaucoup de la fermeture d'agences. Pardon de poser cette question, mais elle vient un peu sous le sens après vous avoir entendu. Comment est-ce qu'on arrive à rendre compatible le fait qu'on est obligé de réorganiser un réseau pour des raisons de pression économique et ce que vous venez de dire, la proximité? Alors, c'est déjà en se posant la bonne question, nous ne faisons pas de coworking. Donc nous, notre enjeu n'est pas d'avoir des agences, d'être propriétaires ou de payer des loyers. Bien au contraire, notre enjeu, c'est d'avoir des conseillers qui sont au service de nos clients. D'ailleurs, nous en recrutons 1200 par an, et comme d'autres entreprises et d'autres PME, la lutte pour recruter des nouveaux collaborateurs avec des bons profils et compétences est un vrai sujet pour nous. Donc nous recrutons chez LCL, je passe l'information. L'enjeu, par contre, c'est de bien aménager et d'adapter son réseau pour être dans ces lieux de vie, positionné à un quart d'heure. Et aujourd'hui, chez LCL, j'ai par exemple, alors je dis regrouper des agences, puisque si vous regardez autour de nous, ici par exemple sur Paris, nous avions des agences à 300 mètres. C'était lié à l'historique, parce qu'avant, on avait besoin d'aller dans son agence pour faire son virement. On attendait un quart d'heure. Aujourd'hui, tout ça, on le fait avec l'appli mobile. Et on se déplace pour voir son conseiller dans le cadre d'un projet de vie. Et donc, nous pouvons regrouper nos agences. D'ailleurs, ça nous permet de composer des équipes de plus grande taille et d'offrir une expertise et une continuité avec des horaires élargis sur lesquels nous travaillons, qui vont permettre d'offrir un meilleur conseil et un meilleur rendez-vous. Donc, le sujet, ce n'est pas une stratégie de fermer des agences. Une stratégie, c'est d'avoir des conseillers à disposition de nos clients qui soient ensemble et qui soient capables d'offrir du conseil et de l'expertise dans le quart d'heure du quartier souhaité. Merci. Victor Caro, vous vouliez dire un mot là-dessus, mais j'avais une question sinon, mais allez-y. Non, mais c'est un sujet qui est passionnant. Bon, sans revenir au sujet des Gilets jaunes, même si je pense que derrière le sujet de la mobilité, il y a aussi un problème de lien et d'isolement. Et en fin de compte, tout est dans la nuance aujourd'hui. Et naturellement, il faut aller vers plus de flexibilité, il faut aller vers une proximité plus grande entre son domicile et sa capacité à travailler. Donc on parle de télétravail, on parle de travail à domicile, on parle de flexibilité. Moi, je veux juste attirer l'attention sur un sujet qui est que, oui, bien évidemment, c'est le sens de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que même une crise pourrait nous ramener en arrière. Je pense qu'en revanche, si on revient à ce sujet lien et isolement, un chiffre frappant publié avant l'été disait que plus d'un salarié sur deux se sent très régulièrement isolé. En fin de compte, qui dit
développement du télétravail, qui dit envolée, essor du coworking, dit également explosion des lieux de travail. En fin de compte, je travaillais auparavant 5 jours sur 5 dans mon siège social, et c'est là que j'ai la possibilité de créer du lien avec mes collaborateurs, mes collègues. Et ce qui se passe, c'est que demain, si je télétravaille un jour, si je cowork un autre jour, et si, en fin de compte, les jours où je suis au bureau, ceux que je voulais voir n'y sont pas, on a un vrai sujet d'isolement. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça, en tout cas, nous, c'était aussi la logique derrière la création de Comet, c'était de se dire que se réunir n'a jamais été aussi compliqué, mais aussi stratégique. C'est-à-dire qu'on est convaincu que la réunionnite est un vrai mal, et c'est le mal de notre siècle, et on se réunit trop. Pour autant... Qu'est-ce qu'une réunion réussie chez Comet? Je pense que c'est déjà une réunion. Une minute, ouais, fais pas une réunion là. D'ailleurs, on a sorti notre cométhode avec les 60 conseils pour sauver vos réunions. C'est quoi les recettes? Alors, les recettes, principales, celles qu'on doit retenir. Les recettes, c'est naturellement la préparer. Donc déjà, c'est pas simplement le pendant, c'est l'avant, le pendant, l'après. Une bonne réunion, c'est pas simplement une finalité, c'est à la fois un point d'arrivée et un point de départ. Donc ça, c'est un sujet important qu'il faut la préparer. Il faut préparer le contenu, savoir qui on invite, avant tout savoir si elle doit avoir lieu. Une bonne réunion, c'est souvent une réunion qui n'a pas lieu. Et pour autant, une fois qu'on se dit que la réunion doit avoir lieu, alors le cadre, alors le fait de réduire tous les points de friction pour s'assurer qu'on se concentre sur le contenu, mais également le fait de se dire qu'en fin de compte, une bonne réunion, c'est certes une réunion, vous avez passé les 5 points que vous aviez sur votre agenda PowerPoint, oui, c'est sûr. Pour autant, une bonne réunion, c'est aussi une réunion où vous avez recréé du lien et où vous, à titre personnel, vous êtes énergisé. Vous savez pourquoi vous travaillez sur ce projet ou dans l'entreprise, mais plus généralement, vous vous sentez embarqué dans un groupe. Et en fin de compte, elle est là la clé. En fait, aujourd'hui, avec l'essor de tous ces nouveaux modes de travail, l'isolement guette, même si on en est encore relativement loin, il est important régulièrement de se réunir, mais de le faire proprement. Pardon, Maud Chuffard, on parlait de... Finalement, aujourd'hui, on est dans une période un peu de fusion, parfois de confusion, mais également de fusion des services. Alors, vous avez évoqué la foultitude de services que vous offrez, mais est-ce qu'aujourd'hui, un des services que demandent les entreprises, y compris quand elles vont dans des lieux tels que les vôtres, c'est d'avoir aussi des accès de mobilité? Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous envisagez de travailler avec ces acteurs de la mobilité, des trottinettes, des vélos, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui finalement viendrait pas naturellement sous le sens de dire on va aussi vous aider à vous déplacer? Alors, nous, ça fait partie de notre stratégie justement de rester dans les quartiers centraux d'affaires pour cette raison, c'est-à-dire qu'on sait que n'importe qui peut venir facilement chez nous parce qu'on s'installe dans des quartiers qui sont très bien desservis et on profite justement de ces mobilités existantes. Donc ça fait vraiment partie de notre positionnement de rester dans ces quartiers bien desservis parce qu'on sait que pour tout le monde, pour venir, ça sera beaucoup plus simple. Après, on n'est pas plus proactif pour l'instant sur le sujet, mais en tout cas, on choisit de s'implanter dans ces quartiers qui sont déjà centraux, pour cette raison. On parlait tout à l'heure des grèves, parce qu'on va être à partir de la semaine prochaine, je ne sais pas pour combien de temps, dans une période effectivement où il va être plus difficile de se déplacer, notamment à Paris. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact d'abord sur votre activité? Est-ce que vous en êtes inquiète? Et est-ce qu'il y a des moyens d'apporter des réponses ou des aides ou des solutions pour vos clients? C'est une très bonne question. En fait, on se rend compte que tout ce qu'on organise, c'est cette flexibilité. Nous, on n'a pas de membres qui sont en permanence chez nous. Donc là, en fait, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne viendront pas. On réorganise ça va être aussi le télétravail plutôt que le coworking. Ça va être plutôt le télétravail. Après, on réorganise aussi, j'allais dire, la vie interne de Quark avec un minimum d'équipes qui sont présentes. Justement, on s'assure que le service minimum est assuré pour que les prestations soient assurées et que le niveau de standard soit respecté. Donc nous, on peut garantir ça. Après, c'est vrai qu'on est implanté, il faut venir jusque chez nous, donc après, tout ne dépend pas de nous pour y arriver. Mais je voulais juste dire que cette flexibilité, elle est déjà dans le quotidien, parce que les personnes ne viennent pas tout le temps en permanence dans les bureaux, donc on voit déjà qu'en fonction des périodes, des activités, il y a une grande diversité de présence, et les gens ne sont pas tout le temps là déjà chez nous.
Et là, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait moins de personnes. Christophe, sur ce sujet, notamment dans les gares, ça peut être un service minimum de coworking. Nous, on va annoncer aujourd'hui que tous nos centres, donc les 120 centres de France, seront gratuitement ouverts le 5 décembre pour tous ceux qui veulent y travailler, dans l'hypothèse où ils ne peuvent pas rejoindre leur lieu de travail. Donc 120 centres ouverts, il y en a 70 en Île-de-France, il y en a beaucoup en dehors du centre de Paris, hein. Il y en a en première couronne, Pantin, Montrouge, en deuxième couronne, Maison Lafitte, etc. Donc appel à tous les gens qui sont dans la salle, si vous voulez travailler sans problème de transport, venez chez nous le 5 et vous serez bien reçus. Et ça, c'est ce dont je parlais quand on parlait de mobilité. Il y a deux manières, hein. Soit vous permettez aux gens de voyager plus facilement, soit vous amenez des centres proches de l'endroit où ils se trouvent. Donc nous, c'est ça, c'est avoir ce maillage, avoir des centres partout qui permettent, le jour où vous ne pouvez pas vous rendre quelque part, de quand même pouvoir travailler. Et le 5, ce sera un sujet. L'autre point dont on n'a pas parlé, c'est, et c'était dans la tribune d'aujourd'hui, le fait de dire, sur le numéro spécial de la mairie de Paris, le fait de dire qu'on souhaite que les gens prennent les transports en commun, c'est bien, mais on sait que l'infrastructure ne pourra pas forcément le supporter parce qu'il y aura trop de monde. Donc la question se pose de comment est-ce qu'on va gérer le problème des transports et quel est l'impact sur l'environnement. Et une des réponses, ce sont les réseaux de coworking. Là, je ne parle pas simplement d'IWG, je parle en général. Une étude montre que les réseaux de coworking, dans les 10 prochaines années, vont permettre l'économie de 7 millions de CO2 qui seront donc non produits grâce au fait que lorsque vous travaillez avec un réseau de coworking, eh bien, vous passez moins de temps dans les transports, qu'ils soient communs ou privés, et donc vous aidez également l'environnement. Victor, peut-être une dernière question qui n'a rien à voir, mais qui me semble venir sous le sens, c'est que ce que vous faites, c'est d'offrir des lieux où, en fait, il est agréable de travailler avec beaucoup de services. Est-ce que les entreprises se disent pas, ou les salariés, en tout cas, ne demandent pas à les entreprises de pourquoi j'ai pas ça à la maison, pourquoi j'ai pas ça plutôt au travail, chez moi. Et donc, est-ce que du coup, ça va pas vous créer une forme de concurrence, c'est-à-dire que les entreprises vont elles-mêmes se mettre à offrir des services d'hospitalité, et est-ce que vous ressentez que l'offre crée la demande, quoi. Excellente question. Alors, il y a 3 raisons principales pour lesquelles des clients viendront chez nous plutôt. La première, c'est un besoin de sortir de son cadre, et ce besoin reste prégnant même si vos bureaux sont les plus incroyables au monde. Pour mieux réfléchir, vous devez parfois simplement sortir de votre cadre. La deuxième raison, c'est que tout simplement, vous n'avez pas la surface en interne, parce qu'en fin de compte, dans un monde où l'immobilier de bureau, je pense que je l'apprends à personne, n'a jamais été aussi cher, le fait de mutualiser ces salles de réunion n'a jamais été aussi intelligent. En fin de compte, vous n'avez potentiellement pas la place, ou simplement vous souhaitez accéder pour cette réunion vraiment stratégique à un cadre dans lequel vous saurez que vous serez beaucoup plus productif. Donc ce besoin demeurera, on en est conscient, et ne serait-ce qu'on peut le regarder au travers des clients que nous avons. Parmi nos clients, certains ont des bureaux incroyables, des bureaux que tout groupe du CAC 40 pourrait envier, et pour autant ces clients viennent chez nous et pas simplement par faute de place. Donc je pense que ce besoin restera toujours le même. Pour autant, vous mettez le doigt sur un point qui est clé, qui est que on ne veut pas simplement s'arrêter à 5 jours dans l'année où on vit une vraie expérience et revenir dans son bureau classique, sous son faux plafond, et se dire je vais attendre le prochain séminaire. On ne peut pas attendre ça. Et donc en fin de compte, c'est parce que ce besoin a été exprimé par nos clients d'amener du service, pas simplement de l'espace, un bel espace, mais d'amener un vrai service qui stimule la productivité et le bien-être, que nous avons lancé un deuxième business, dont je ne pensais pas parler ce matin, mais qui s'appelle Comet Buildings. Et avec Comet Buildings, nous faisons justement ça. Nous opérons tout le socle de services pour le compte d'une entreprise ou de plusieurs entreprises dans un ensemble de grande taille. Et par exemple, le premier actif que nous avons signé, c'est une tour de 70 000 m² à la Défense, qui s'appelle Landscape, et dans laquelle nous allons opérer 5 000 m² d'espace. Si vous n'allez pas au coworking, le coworking viendra chez vous, c'est un peu ça le concept. En tout cas, le service viendra. Tout le monde veut vivre dans la Silicon Valley, de toute façon, on voit bien. Alors, on va peut-être, pour terminer, se prendre 2 minutes avec Maud, qui va nous proposer, sans transition, une séance de pleine conscience. Voilà, de parce méditation. que notre rôle, c'est aussi je rebondis sur ce que disait Victor, notre rôle, c'est aussi d'inspirer. Je pense justement en montrant ces lieux de travail. Nous aussi, on a des membres qui viennent, on les appelle les membres d'un jour, qui viennent faire des réunions chez nous.
Et on a aussi des équipes qui repartent dans d'autres bureaux parce qu'ils attendaient que les travaux se finissent dans leur bureau, par exemple. Et l'idée, c'est aussi de les inspirer, de leur faire prendre conscience qu'on peut travailler différemment, qu'on peut, on peut transformer la façon de travailler. Donc je pense que c'est aussi... ça fait partie de ce qu'on fait au quotidien et je pense que c'est pas de la concurrence, mais si on peut inspirer de nouvelles façons de travailler, on sera ravis de le faire. Et du coup, je voulais... Allez, une séance gratuite de pleine conscience, voilà, mais 2 minutes et demie. Inspirer aussi avec de la pleine conscience pour justement avoir une meilleure qualité de temps de travail. On dit toujours qu'on n'a jamais assez de temps. Donc là, on va essayer de comprendre comment être plus efficace. Donc je vais vous demander de fermer les yeux et de décroiser vos jambes, de déposer vos téléphones, de poser les mains sur les cuisses ou sur les genoux et de redresser votre posture. Voilà. On s'est peut-être avachi pendant ces quelques minutes. Donc idéalement, on essaie d'aligner les épaules au-dessus des hanches. Essayez de comprendre où sont vos hanches, même avec les yeux fermés, et d'aligner les épaules au-dessus des hanches. Le menton est parallèle au sol pour que le cou ne subisse aucune pression. Et les yeux sont détendus, même fermés, quelquefois les yeux bougent. On va essayer de les garder détendus. Ne soyez pas perturbés par les mouvements extérieurs, les bruits extérieurs. Au contraire, soyez conscients des bruits extérieurs, de la pluie, des bruits de voix dans le fond. Et tranquillement, prenez conscience aussi de votre respiration. Observez votre respiration. On va se connecter au moment présent. On va laisser tomber tout le reste. Pendant 1 ou 2 minutes, on va cesser d'analyser, de penser sans arrêt. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, ça c'est difficile, mais au moins de stabiliser son attention, son focus. Donc on va se concentrer sur sa respiration. Le focus, ça va être votre respiration. Suivez donc chaque inspiration et chaque expiration. Et vous allez même essayer d'allonger ces respirations. Prenez un petit peu plus d'air à l'inspiration, amenez plus d'oxygène et expirez aussi plus profondément. Une petite musique vous accompagne, mais vous n'avez pas besoin forcément de musique. Vous pouvez faire cet exercice à n'importe quel moment de la journée. Pour vous recentrer, pour vous concentrer. Tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux et observer peut-être une différence, en tout cas d'énergie dans cette salle déjà, et peut-être une différence pour vous. C'est un exercice qui est simple mais qui n'est pas facile. J'imagine que ça a pu être un challenge aussi pour vous. Voilà, merci. Merci beaucoup Maud Chuffard, en direct donc de la mairie de Paris.